Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brief FCB les gars. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief un peu spécial au lendemain de la dernière journée multiplex de Ligue des Champions. Le Barça qui s'était imposé 4 buts à 1 avec une petite frousse qu'on s'est mis en début de match face à Copenhague. 4 buts à 1 qui est synonyme de qualification du Barça pour le prochain tour, mais non seulement pour le prochain tour, dans le top 8 et bien au-delà du top 8, on finit précisément 5e grâce à cette victoire les gars. On va revenir tranquillement sur le match, mais aussi sur l'impact que cette dernière journée a eu sur le classement final, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de rebondissements de situation, beaucoup d'équipes éliminées in extremis, beaucoup d'équipes qualifiées in extremis. On va revenir en gros sur ça, en se concentrant sur le Barça, et on va en même temps voir en fonction des calculs, parce que maintenant il faut savoir que tout est automatisé, les prochains possibles adversaires du Barça. Donc pour revenir les gars, déjà sur ce match, c'était un match à enjeu, si on peut le dire ça comme ça. Un match qui était à enjeu parce qu'il fallait absolument le gagner pour la qualification, pour espérer le top 8. Mais il fallait le gagner avec un assez grand différentiel pour essayer de garantir notre place. On l'a fait au final, mais, parce qu'il y a toujours un mais les gars, on s'est foutu la peur pendant ce début de match. Et j'ai envie de dire même pendant toute la première mi-temps, parce que ceux qui ont vu le match, vous savez, on est allé à la mi-temps à 1-0. On perdait 1-0. Pour ma part, j'ai pas vu l'ouverture du score parce que, comme on connaît le Barça, les entames de match sont désastreuses. On a encaissé, je pense, à la 2e minute. Et personnellement, j'étais pas encore devant ma télé et j'étais parti aux toilettes, les gars. J'étais parti aux toilettes en me disant que vas-y, ce début de match et tout. J'ai sous-estimé cette malédiction du Barça, et puis quand j'arrive, je vois quoi? 1-0. Je me dis putain, est-ce qu'on est dans une soirée? Est-ce qu'on va redevenir la honte de l'Europe et sortir pas sortir parce qu'on allait se qualifier éventuellement, mais sortir du top 8, ne pas se qualifier dans le top 8? Est-ce que beaucoup de questions sont venues, et pendant toute cette première mi-temps, on a vu un Barça qui a quand même réagi à l'orgueil, qui avait envie et qui avait pour tâche et pour objectif de remonter ce score très vite et de balayer cette erreur. Ce qu'on a vu dans l'intention et dans les occasions, mais qui n'a pas été suivi par le résultat. Que quelques temps après l'ouverture du score, on a une première situation du Barça, c'est-à-dire Lewandowski qui perd un peu un rebond favorable, se retrouve face à face avec le gardien. Lewandowski plein d'expérience, mais qui réussit pas à finir. Le gardien fait l'arrêt du pied. C'est félicitations à lui, mais quand même, Lewandowski, tu peux pas, à ces moments-là, tu peux pas vendanger des occasions qui peuvent être cruciales. C'est comme si on repense au match de Chelsea. Là, c'était Ferran Torres à 0-0, une occasion face au but. Tu cadres pas, ça change le match, ça nous plombe, et ensuite on prend 3-0. On sait très bien qu'avec cette occasion différente, le match il est complètement différent. Ça aurait pu être le cas ici aujourd'hui. Si Copenhague était une équipe qui aurait tenu tout le match, une équipe solide et tout, ça aurait pu être très dangereux de ne pas convertir cette occasion. Au final, on s'est quand même réveillé. On a vu le Barça qui a enchaîné, je pense, 8 corners en comme 10 minutes. Il poussait. Le gardien qui a fait quand même une très grande première mi-temps. Et de ce que je peux retenir de cette première mi-temps et de manière générale de ce match, bon, ça va changer par après, Flick aura fait les bons choix. C'est le manque de contrôle, j'ai envie de dire de finesse, pas de technique, pas le manque de technique et de qualité au milieu, non, parce que Eric Garcia, Fermin Lopez, Daniel Mo, c'est des joueurs qui sont supposés tenir à milieu de terrain, mais il manquait cette finesse que Pedri et De Jong amènent, souvent dans le contrôle. Vous voyez le Barça lorsqu'on est en phase de possession, on a besoin vraiment des deux milieux de terrain qui sont capables de poser pied sur le ballon dans toutes les situations possibles. Qui n'est pas le sentiment qu'il est en difficulté techniquement dans certains aspects, alors que pour la part d'Eric Garcia, de Daniel Olmo et Fermin Lopez, bien que ce sont des grands joueurs, ils ont des lacunes techniques, alors que Frenkie de Jong et Pedri n'en ont pas. Donc ils sont à l'aise, même s'il y a 3 joueurs au pressing, même si tu n'as que 2 cm d'espace, etc. On a senti l'absence de ça dans la première mi-temps, et je pense que c'est
ce qui nous a empêché, malgré de dominer, de se générer des occasions franches. Parce que oui, on s'est eu des occasions, il y a eu la frappe de Garcia sur le poteau, des centres-têtes, des occasions que les gardiens ont fait des parades et tout, mais c'est pas des occasions qui sont, j'ai envie de dire, qui résultent de phases de possession. C'est vraiment des actions isolées qu'on va se chercher au talent, j'ai envie de dire, à la supériorité de niveau, mais pas à la maîtrise. Donc, on a vu ça, et par conséquence à tout ça, Flick qui a fait le choix judicieux à la mi-temps de faire tout de suite rentrer Marc Bernal. Marc Bernal qu'on a vu rentrer, et sincèrement les gars, j'étais très 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 satisfait de son entrée. J'ai revu dans cette deuxième mi-temps le Marc Bernal du début de saison dernière, de la pré-saison et des quelques matchs qu'il a joué. J'ai revu Marc Bernal en fait. Il est de plus en plus en confiance, physiquement, techniquement, mentalement, et on commence à voir son niveau. On a vu un contrôle du milieu de terrain qui était là. Défensivement aussi, il était là, et ça a amené beaucoup à la différence. On l'a vu directement sur l'entame de la deuxième mi-temps. Et pour la blague, encore les gars, le but de Lewandowski, je ne l'ai pas vu en direct. J'étais encore une fois aux toilettes. Je suis revenu, la mi-temps avait déjà commencé, et je reviens, je vois 1-1. Je me suis dit, waouh, ok, la machine est lancée, mais qui a marqué? Ensuite, j'ai revu le but, et c'est splendide. L'ouverture de Daniel Olmo qui cherchait Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a souvent l'habitude de demander au pied, et là, pour une fois, j'ai envie de dire, il demande dans la profondeur, et ça paye. Il demande dans la profondeur. Sa première touche est parfaite, bien dosée. Le gardien ne peut pas sortir, il ne peut pas rester. Il prend 2 décisions, et le tapin parfait, Lewandowski qui égalise. Ensuite, les gars, on a vu juste l'équipe de Copenhague, comme on pouvait s'y attendre, qui s'est un peu écroulée, qui ne pouvait pas tenir tout le match comme ça. On a enchaîné par une frappe déviée de Lamine Yamal, un penalty un peu bizarre que personnellement j'aurais pas donné de Rafinha, et pour finir un coup franc somptueux de Rashford qui rentre. Rashford, mine de rien, qui en termes de chiffres, en termes de statistiques, qui est amplement satisfaisant, et je trouve que il a ce rôle de super sub qui est parfait. Je pense qu'il s'y fait bien. Bien sûr, il veut plus. Pour le professionnel, il veut aller chercher le plus possible. Mais je pense qu'il s'y fait bien, et qu'il est dans le juste milieu parfait de ne pas être titulaire dans le sens où il va commencer à avoir de la suffisance, et de ne pas être remplaçant dans le sens où il est ignoré par Flick et que ça va affecter sa confiance. Il sait qu'il aura 20, 25, parfois 30 minutes par match, et ça permet de parfaitement ménager nos joueurs. Rafinha qui est reposé, ou des fois même Levan, des fois même c'est Ferran, Fermin, peu importe, celui qui a besoin de se reposer, on peut rentrer Rashford, et ça lui fait son 30 minutes par match, des fois même peu titulaire, tout dépendamment de son état de forme. Donc le système est assez bon. On a vu Casado qui a fait un bon match selon moi, une bonne entrée. Je pensais qu'il allait être titulaire selon moi, mais je comprends aussi l'intention de Flick d'avoir mis des milieux très offensifs. Fermin qui a été un peu en dessous selon moi. Olmo qui a fait un bon match. Pour moi, les flops de cette partie, c'est respectivement Jules Koundé aujourd'hui. Je sais pas ce qui lui arrive récemment, il est très diminué défensivement, notamment sur le but, c'est lui qui couvre un peu leur jeu, donc c'est pas une erreur, mais il est fautif dessus. Koundé, que je vais mettre en flop. Lewandowski, malgré son but, je pense qu'il n'a pas été très efficace, et que la première occasion dont je parlais tout à l'heure, elle est très 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 cruciale. Dans les grands matchs, on ne peut pas se permettre de la rater. Donc je mettrais ces 2 joueurs-là en flop. Sinon, de manière générale, on a géré le match, on est remonté, et puis on s'est qualifié. Ça me permet justement de parler de la qualification, ça me permet de parler justement des autres rencontres et de l'impact que notre victoire a eu sur les autres matchs, les gars. Au final, le classement final de la Ligue des Champions, la phase de Ligue, c'est le suivant. On a Arsenal premier, le Bayern en deuxième, Liverpool troisième, Tottenham en 4e place, le Barça en 5e, 6e Chelsea, 7e le Sporting, 8e Manchester City. Donc comme vous le voyez, les gars, il y a des noms qu'on n'a pas nommés qui ne sont pas dans le top 8 et qui pourtant étaient assis au contrôle de cette partie de tableau pendant les 8 journées, dont le Real Madrid et le PSG, les gars. Il y a notamment d'autres noms comme l'Atlético qui a flop son dernier match,
des équipes comme l'Inter qui était à 15 points avant, qui était à 12 points avant ce match, qui espéraient atteindre le top 8, qui n'ont pas atteint. Des cadres quand même qui ne sont pas présents. On a le Sporting qui, selon moi, je sais qu'ils étaient en forme cette saison, mais faire le top 8, c'est quand même un exploit. Et on a Tottenham, qui on connaît tous Tottenham, ils ont un peu par rapport ici. Sinon, Arsenal qui a fini avec 24 points, 8 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Feuille blanc, full house, j'ai envie de dire. Le Bayern avait 21 points qui sont perdus sur moins un match. Et après, on enchaîne avec les Liverpool, les Tottenham qui ont en dessous de 20 points. On remarque qu'il y a beaucoup d'anglais. Les 4, il y a le top 5. Dans le top 8, il y a 5 équipes anglaises. On voit que le niveau de la Première Ligue est vraiment au-dessus. À part le Barça, il n'y a personne d'Espagne. Il n'y a que le Bayern en Allemagne. Il n'y a pas d'Italiens. Et il n'y a pas d'équipe française. Il n'y a pas le PSG. On voit vraiment que la Première Ligue domine un peu cette Ligue des Champions. Et même pour ce qui est des autres équipes anglaises, en la personne de Liverpool, pas Liverpool, de Newcastle. Est-ce qu'il y a une autre équipe anglaise? Non. Newcastle qui est dans le top, qui est barragiste et qui est 12e. Qui eux aussi, juste avant ce match, étaient dans le top 8. Donc c'est vraiment dû au match nul qu'ils ont fait face au PSG qui ont sorti les deux équipes. Ça me permet aussi justement de parler de ce match, les gars. Le PSG et Newcastle qui nous ont un peu facilité la tâche parce que normalement les calculs voulaient que, étant donné qu'il y aurait eu un gagnant entre ces deux équipes, le fait que l'autre équipe ne gagne aucun point allait nous faire monter dans le top 8. Là, on a vu que les deux ont perdu des points, donc ça nous a fait monter encore plus haut. Et ça a fait qualifier, je pense, des équipes telles que le Sporting, parce qu'ils finissent à 16 points aussi. Ça a qualifié Manchester City, je pense, parce que sinon, on aurait vu le PSG avec 16 points, ou Newcastle avec 16 points et un différentiel de 10. Alors que des équipes comme le Sporting ont un différentiel de 6, Manchester City a un différentiel de 6. Nous, on avait un différentiel de 8, on a quand même monté, donc on aurait fini, je pense, 7e. Et le PSG, on aurait fini genre 6e ou 7e. Et le PSG ou Newcastle aurait été 6e, 5e ou 6e. Donc ça a vraiment fait la différence. Manchester City qui peut vraiment remercier ce résultat. Et on va parler, les gars, de ce que tout le monde a pu voir en Mondovision, parce que, comme vous savez, tous ces matchs-là étaient en même temps. Et pour ne pas avoir de scénario bizarre, tous ces matchs étaient en même temps. Et à la fin, quand tous les matchs étaient terminés, il n'en restait qu'un seul qui n'avait pas atteint les 90 minutes de le sifflet final. Donc, logiquement, tout le monde s'est viré dans les 5 dernières minutes du match du Real. Et je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé, notamment le Real qui s'incline, notamment le Real qui sort du top 8 à cause de cette défaite. Et en plus de ça, le Benfica qui jouait sa qualification. Jusqu'à ce que je le comprenne pas, je l'ai compris à la fin, mais j'ai vu le Benfica qui n'était pas qualifié même en gagnant. Ils avaient besoin d'un but de plus, étant donné que le Sporting venait de gagner in extremis à la dernière minute et venait de prendre, je pense, un point qui venait de changer le différentiel de notre équipe. Donc ils avaient besoin du 4-2. Le Real qui était rendu à 9, je sais pas ce qu'ils ont fait pour être rendu à 9, j'ai pas vu les cartons et c'était peut-être juste avant que je rentre dans le match. Et ils encaissent sur le dernier coup franc, le dernier kick of the game, non nul autre que le gardien. Le gardien qui met une tête presque plongeante, digne d'un scénario de film. Donc c'est pas le match c'est pas le but de la victoire, mais c'est le but de la qualif, les gars, quand même. Le Benfica de Mourinho qui punit, qui humilie un peu le Real Madrid. Bon, c'est pas la défaite qui les humilie, c'est pas l'élimination, ils sont pas éliminés, ils sortent juste du top 8, mais la manière, et après avoir vu des résumés et vu beaucoup de débriefs de mes collègues madrilènes, j'ai pu comprendre que la manière a très 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 déçu. Le match aurait pu être beaucoup plus lourd que 4-2. Les joueurs n'étaient pas là, il n'y avait pas d'envie et tout, et ça finit par le crucifix de la fin.
Vraiment le gardien qui élimine le Real. Et puis qui n'élimine pas seulement le Real, les gars, qui élimine aussi l'Olympique de Marseille. Parce que l'Olympique de Marseille dépendait de la défaite, dépendait que le Benfica ne gagne pas par plus de 2 buts. Eux, ils avaient perdu 3-0 face à Bruges. Je pense que quand ils perdaient 2-0, ça ne les avantageait pas. Ça ne les avantageait pas de perdre 2-0 parce que ça allait faire en sorte qu'ils allaient avoir un différentiel. Que Bruges allait avoir un différentiel trop bas. Ils avaient besoin que Bruges ait un différentiel plus haut pour que Bruges dépasse une équipe qui allait, eux, les mettre qualifiés. Donc, avec la défaite, l'OM était mathématiquement qualifié. Il n'attendait plus que le résultat final jusqu'à ce que le gardien vienne qualifier le Benfica et vienne éliminer l'OM. Je me rappelle, en comprenant un peu le tout en live, je me disais, bon, l'OM qui se qualifie dernier barragiste, le Real qui est premier barragiste, on risque de revoir un PSG, on risque de revoir un Madrid-Marseille en barrage. La chance peut-être à Marseille de prendre un peu leur revanche sur le match au Bernabéu où ils ont été un peu lésés, j'ai envie de dire. Mais là, après, avec le but du Benfica, je n'avais pas compris. Je me suis dit, ok, le Benfica se qualifie, mais j'ai pas compris que l'OM sortait. Et le Benfica qui se qualifie, dernier barragiste grâce à cette victoire. In extremis. Vraiment, ça doit être un moment de fou pour les Portugais, pour les Lisboètes et tous les supporters du Benfica. Donc, l'OM qui sort comme ça. Une énième honte pour les Marseillais qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à jouer des matchs de phase à élimination directe de Ligue des Champions depuis plus de 10 ans, je crois. Ça date de, je pense, 2014. Je sais plus, les gars, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'OM en phase finale. Là, l'OM qui sort, qui va perdre beaucoup d'argent sur cette campagne parce que on se disait que l'OM avait une équipe pour se rendre assez loin. Minimalement sortir de la phase de Ligue, minimalement être barragiste. Donc là, une autre déception, ils avaient pourtant un bon groupe. Je pense qu'ils ont payé un peu leur médiocrité par rapport au fait de se présenter au dernier match, perdre 3-0 face à une équipe de Bruges qui ne se qualifie pas, je pense. Sauf si je me trompe, laisse-moi vérifier, mais je pense pas que le Bruges est barragiste. Oh non, je me suis trompé les gars, Bruges s'est qualifié avec 10 points. Se qualifie. Pour rappel, les barragistes, c'est en ordre le Real, l'Inter, le PSG, Newcastle, le Juventus, l'Atlético Madrid, Atalanta, le Leverkusen, Dortmund, l'Olympiakos, Bruges, Galatasaray, Monaco, Karabakh, Bodo et Glimt et le Benfica. Donc les éliminés, on les voit, c'est Marseille, Pafos, l'Union Saint-Gilloise, le PSV, l'Atlético Bilbao, Naples, Copenhague, l'Ajax, Francfort, Slavia Prague, Villarreal et le Karabakh Almaty. Ou si je me trompe, excusez-moi. Donc, c'est ça le classement final, les gars. Et encore une fois, ça me permet de faire le point sur la suite des choses. Là, le Barça ne jouera pas les barrages. Le Barça va éviter d'avoir 6 matchs à jouer, toutes compétitions confondues. 6-8 matchs à jouer en février. On n'aura que je pense 4 ou 5 avec les matchs de Copa, les matchs de Liga indépendamment. En tout cas, on ne jouera pas en Ligue des Champions, on n'aura pas d'aller-retour de Ligue des Champions. Et en fonction du classement final, les adversaires possibles pour le Barça en 8e, ce sera soit le PSG, soit Newcastle, soit Monaco, ou je pense que c'est Karabakh, l'équipe qui était qualifiée dans les derniers barragistes, ou Karabakh. Donc, le gagnant de ces 4, dépendamment de leurs résultats à ces 4 équipes-là, ce sont nos potentiels adversaires en 8e. Je pense qu'ils sont tous prenables. Oui, on a nommé le PSG, qui nous a battus, et à Newcastle, on a, je pense, géré. Mais le retour de Pedri, le retour de Jong qui de toute façon revient le prochain match, le Barça qui va monter en puissance, je pense, qui va arriver dans le stade de la saison où on doit être prêt. Et je pense que le Barça s'est préparé pour être prêt à cette partie de la saison. On sera là. Je pense qu'il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à redouter personne. Le PSG, c'est les champions d'Europe, mais ils sont
comment dire, un peu en baisse de forme ces derniers temps. On a vu qu'ils ont souffert au parc face à Newcastle. Le contre-coup de la saison où on gagne une Ligue des Champions, c'est toujours compliqué. Donc le PSG arrive un peu dans cette dynamique-là. Et malgré tout, malgré même si c'était le PSG de l'année dernière, il ne faut jamais avoir peur de personne, les gars. On était à ça de les affronter en finale et je pense qu'il y aurait eu match. Donc là, c'est soit on affronte le PSG, soit on affronte, comme je vous ai dit, Newcastle, soit on affronte Monaco ou Karabakh en 8e. Ensuite, il y a la possibilité, je suis pas très sûr les gars, il y a la possibilité d'avoir un Barça-Chelsea ou un Barça-Tottenham en quart. Si je me projette un peu, ça serait intéressant. C'est toujours intéressant de jouer les Anglais. Je sais que Chelsea, on a pris à 3-0 là-bas, mais bon, on était un peu dans une phase un peu moins bonne de la saison. Avec le carton rouge qu'on connaît, je pense que ça sera un match différent. Si jamais on fait une double confrontation avec le retour au Camp Nou, ça sera vraiment différent. Donc, pour conclure les gars, il faut avoir peur de personne, il faut être très confiant pour la suite. Je pense qu'on peut tout de suite regarder les quarts de finale comme objectif. Bon, pas comme objectif, mais comme minimum. Je pense que si on ne se rend pas en quart de finale, c'est un échec. Un échec, c'est-à-dire qu'on aura failli pas à nos objectifs, mais à nos attentes. Nos objectifs, ça reste de gagner la Ligue des Champions, c'est ce qu'on a envie. Nos attentes, c'est, je pense, au moins un quart de finale et plus. Ensuite, les quarts de finale, je ne sais pas comment ça va se former dans les tableaux et comment ça va aboutir avec qui gagne quel match et tout. Mais on peut y aller, les gars. Et ensuite, on prend une confrontation à la fois, un adversaire à la fois, et qui sait, on peut se rendre jusqu'en finale. Si on a soit des parcours assez favorables, soit que le Barça monte en puissance. On a vu l'année dernière le PSG qui, relativement, a un parcours assez favorable. Ils affrontent qui? Oui, c'est vrai qu'ils prennent Arsenal en demi, mais ils affrontent Aston Villa. Ils sortent aussi Liverpool, c'est vrai. Mais ils ont pris un parcours anglais, en fait, jusqu'en finale. Donc, selon moi, c'est très 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 déterminant le parcours. Et puis ça va rester à voir si on prend des adversaires qui sont prenables pour le Barça jusqu'en finale et qu'on affronte, je sais pas, un Bayern ou un Arsenal en finale. Tout peut arriver les gars. Donc il faut être confiant, il faut y croire. Pour la Ligue des Champions, c'est ça. Nous, contrairement à d'autres, il nous reste des compétitions à jouer. On est impliqué en Liga, on est impliqué en Coupe du Roi, donc il va falloir aussi gérer le tout. Les joueurs sont, je pense, prêts mentalement pour ne pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière. Et puis, on va se préparer aussi pour la Liga qui arrive. On visite Elche ce week-end. Je ne sais plus si c'est l'extérieur ou à domicile, mais on va préparer aussi ce match. Il y a le retour de Ferran Torres petit à petit qui est là. Donc, tout ça, c'est de bonne augure. Donc les gars, c'était un peu un mini Actu Barça / débrief / tour d'horizon. J'espère que le remix vous a plu. Sur ce les gars, je vais tout de suite vous souhaiter à bientôt et à très vite. Et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!